Bienvenue à tous à cette conférence Au-delà des mots à l'École du renouvellement urbain. Je suis Céline Gipoulon, directrice déléguée de l'école. On va être ensemble pour une petite heure. Sur un format que vous connaissez peut-être, les conférences Au-delà des mots, ce sont des formats assez courts, synthétiques, donnés par nos formateurs sur un thème qui nous paraît être un thème important en lien avec le renouvellement urbain. Et donc, il s'agit de dresser un peu un panorama des enjeux et des problématiques sur cette thématique dans un temps court. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de sûreté urbaine, sûreté et renouvellement urbain. Ça fait suite à différents sujets qui ont été traités sous ce format, la mixité sociale dans les projets de renouvellement urbain, les problématiques de gestion urbaine, la participation des habitants. Vous pouvez retrouver toutes les conférences sur notre site internet. Il en sera de même pour celle d'aujourd'hui, qui sera mise en ligne juste à la suite de cette heure de partage. Aujourd'hui, sûreté urbaine, avec Éric Amanou, qui est expert et consultant à la condition urbaine et qui, surtout, est formateur à l'École du renouvellement urbain depuis plusieurs années sur différents sujets. Ça fait aujourd'hui plus de 4 ans qu'il intervient sur ces sujets de sûreté. Et donc, le challenge pour lui aujourd'hui, c'est de réussir en 3/4 d'heure à peu près à vous planter le décor et les enjeux sur ce sujet qui est extrêmement complexe, vous le savez, extrêmement sensible. Normalement, ce sont des sujets qu'il évoque dans une formation qui dure de 2 à 3 jours. On vient de l'allonger sur 3 jours. Donc là, il va falloir faire court et dense et clair, bien sûr. Ce qu'on vous propose, c'est que Éric intervienne pendant 45 minutes à peu près, avec son regard sur ces sujets. Il connaît à la fois très bien les différentes institutions qui pilotent les projets de renouvellement urbain. Il connaît aussi très bien le terrain de par ses expériences professionnelles. Donc, il va nous expliquer un petit peu comment ces différents points de vue se confrontent sur les problématiques. Et puis, on va réserver un petit temps aux questions-réponses à la fin de cette heure d'échange. Donc, on va garder 10-15 minutes pour prendre les questions que vous nous aurez posées par écrit. Alors, effectivement, la règle du jeu, vous êtes une centaine à vous être connectés. Vous étiez plus de 200 à vous être inscrits. Donc, si on arrive au total, on va être vraiment très, très nombreux. On n'a pas la possibilité, malheureusement, de vous donner la parole à chacun pour les questions-réponses. Mais n'hésitez pas, au fil de l'intervention d'Éric, à les inscrire dans le chat de Zoom. Et puis, on les prendra à la fin, on les reformulera pour essayer de ne pas trop vous frustrer. Il est possible qu'on n'arrive pas à répondre à tout, évidemment. Mais écrivez, on en fera quelque chose après. De toute façon, c'est intéressant pour nous. C'est intéressant aussi pour la formation que donne Éric début décembre, du 4 au 6 décembre. Si certains d'entre vous veulent approfondir davantage, il reste des places à cette formation. Mais voilà, dans l'entre-deux, n'hésitez pas. N'hésitez pas pour les questions, n'hésitez pas non plus pour d'éventuelles questions de compréhension. S'il y a des choses qui vous paraissent pas très claires dans la façon dont elles sont exprimées au fil de la présentation, écrivez-nous un petit message, c'est pareil, on peut s'arrêter un petit peu et réexpliciter un certain nombre de choses. Voilà, je crois que l'introduction est faite. Je cède la parole à Éric Amanou. Merci, merci Céline. Merci à l'école pour cette invitation à ce cycle de conférences. Bonjour à toutes et tous derrière vos écrans. Vous êtes plus de 100, donc c'est un peu impressionnant, mais c'est surtout très, très excitant de savoir que ce sujet mobilise, que ce sujet intéresse. Je vous dire 2 mots, pas tellement plus que ce qu'a dit Céline. Bon, ce n'est pas un sujet très marrant, on ne va pas franchement rigoler pendant 3/4 d'heure, mais je vais tenter de rendre ce sujet de la sûreté un peu moins repoussant qu'il ne peut y paraître. Et puis, donc, n'hésitez pas sur les interventions sur le chat pour qu'on puisse tenter autant que possible les interactions en fin d'intervention. Peut-être, Éric, pour te lancer, débuter, nous rappeler finalement, pourquoi l'École du renouvellement urbain a décidé de former à ce sujet-là. Est-ce que c'est naturel de parler sûreté quand on parle de transformation d'un quartier politique de la ville et d'intervention urbaine? Oui. D'abord, c'est une très ancienne question. Depuis que la ville existe, elle a eu à répondre à ces
à ces considérations, à ces enjeux, à se protéger d'un certain nombre de risques. Risques naturels, risques sanitaires, risques militaires, d'invasion, risques sociaux. Donc, depuis que la ville existe, elle a intégré ces sujets. Dans les sociétés, dans nos sociétés plus contemporaines, on a vu évidemment émerger d'autres enjeux. Dans les années 80, le hooliganisme dans les stades. On a vu apparaître à peu près à la même période des premières violences urbaines, la question du terrorisme et de la montée en puissance de ces sujets dans l'espace public. La crise sanitaire du Covid nous a encore rappelé comment la ville pouvait être résiliente à tout ça. Plus récemment encore, les émeutes urbaines. Donc, on voit bien que c'est un sujet tout à fait contemporain. Je commence par vous montrer un certain nombre d'images qui vont vous montrer aussi à quel point cette question elle est omniprésente dans la ville contemporaine. Je vais à peine avoir besoin de développer ces images pour que vous puissiez mesurer la prise en compte implicite ou tout à fait explicite de ces enjeux de sûreté dans l'espace. Ici, un espace public majeur. Là encore, à Berlin, un autre espace public majeur, un espace de grande centralité. Une photo là qui nous rappelle la promenade des Anglais et le triste événement de 2016 contre lequel la promenade a dû se protéger. La question des parcs urbains et des espaces d'agrément en ville. Évidemment, le sujet du renouvellement urbain, ici à travers une image dite de résidentialisation. Encore là, pour notre parc social, une expérimentation à Nantes autour de halls qui cherchait à expérimenter donc sur la façon de contrarier les occupations abusives et les stratégies délinquantes dans les parties communes. La question de l'infrastructure routière dans la ville. L'urbanisme des stades, un vrai sujet, je l'ai dit tout à l'heure, autour des phénomènes de hooliganisme. Les espaces commerciaux, qui sont aussi considérés comme des établissements à risque. Les grands équipements publics, ici le MUSEM à Marseille, et on voit bien le caractère forteresse de ce projet. Les grands espaces stratégiques, monuments ou autres, les parkings, sujet omniprésent de la prévention situationnelle. Cette image permet de bien mesurer comment la question des ambiances cherche évidemment à inverser le caractère anxiogène de cet espace. Plus globalement, d'autres équipements à risque. Ici, un projet d'ambassade et malheureusement, depuis quelque temps, les collèges qui sont rentrés dans la catégorie des établissements à risque pour le ministère de l'Intérieur. Vous le voyez donc à travers ces images, tu le vois Céline, on est vraiment sur une question assez banale dans la production urbaine contemporaine. Je souhaite développer tout de suite et commencer presque par ça, par le pire, de façon à ce qu'on puisse un peu partager pourquoi il y a ce sujet à se mobiliser pour éviter ce pire et trouver une autre forme de réponse à certaines traductions de la prise en compte de la sûreté dans les aménagements et dans les projets. Le pire, c'est les seuls dispositifs d'empêchement, qui s'illustrent très bien ici à travers les dispositifs anti-migrants, anti-SDF. On est vraiment sur une ville qui pique, et là, ce n'est pas une expression. On le voit effectivement des images qui sont complètement banales dans la plupart de nos villes, de nos centres métropolitains. Une autre image un peu absurde de bancs. Derrière ces grilles, ce sont des bancs publics qui ont été du coup privés de leur usage à travers un dispositif tout à fait caricatural. Vous voyez bien pourquoi je parle du pire. Là, c'est un programme d'habitat social à la Courneuve, programme des années 80. Donc, on le voit, je pense que vous pouvez le voir un petit peu, c'est encore là aussi une ville qui pique. On n'est pas loin quand même d'un urbanisme carcéral, d'une conception carcérale de l'habitat ici. Voilà, des dispositifs de ce type. Là, on est devant une école de la République, là, devant un centre social. Il a bien fait de nous souhaiter la bienvenue, le centre social, parce que ce n'était pas flagrant. Mais on a aussi ce genre de choses d'une école maternelle parisienne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis, elle a été démolie, mais que pendant des années, on a eu des conditions d'accueil d'enfants et de familles autour d'un équipement de ce type-là. Le pire encore, en contrepoint de l'image que j'ai montrée de la promenade des Anglais tout à l'heure, donc sur les dispositifs anti-véhicules béliers, mais d'un traitement de strict empêchement. Là, on est pourtant sur un espace public majeur à Bordeaux.
Voilà. Une autre forme de pire, hein, même si l'image peut être un peu flatteuse, c'est la stérilisation. On peut être dans des espaces où, vous le voyez, il n'y a plus de bancs. Le revêtement au sol est un revêtement anti-skate, anti-trottinette. On a effectivement un dispositif très, très défensif autour du bâtiment lui-même. Donc, on commence à être là aussi dans des choses dites de stérilisation. Et pour moi, le pire du pire, et qui montre complètement une certaine impuissance, voilà un quartier parisien, je ne vais surtout pas le citer, où sur un parking, vous le voyez mieux sur cette image, mais un parking qui présentait des détournements d'usage, un peu de rodéo, un peu de nuisance le soir, autour de bruit, de musique, de regroupement, et évidemment peut-être un peu de trafic au milieu de tout ça. Mais la réponse a été de casser l'enrobé, de décrouter donc l'espace pour qu'il ne soit plus accessible. Et les riverains de cet espace ont été confrontés à ça pendant des années avant que l'intervention urbaine ne se prolonge. Mais on voit bien à quel point là, on est à la fois dans un signe de complète impuissance et aussi de réponse où il s'agit de déqualifier l'espace, de dégrader l'espace pour répondre à ces enjeux de sûreté. Une petite image, une photo que j'avais prise lors d'une exposition, mais qui illustre bien l'absurdité de ce pire et de certaines réponses qui sont seulement dans l'empêchement. Donc là, c'est une globale résistance à laquelle nous invitait cette exposition, mais on voit bien l'absurdité que présente ici ce banc dos à dos avec des pics anti-pigeons. Continuer peut-être à poser à ce stade quelques éléments d'une vieille querelle professionnelle. Céline, tu me le demandais, c'est pas si naturel que ça de parler de ce sujet dans nos projets. Et on a longtemps été pris dans une querelle professionnelle, même si aujourd'hui, on peut quand même affirmer qu'un consensus se construit, il se stabilise, et c'est ce que je vais tenter de vous présenter rapidement. Les éléments de la querelle, d'abord, c'est la mise en cause du spatio-déterminisme, de vouloir tout expliquer par l'urbain. Dire d'abord que tous ces éléments de la querelle sont justes. Aucun n'est à balayer d'un revers de main. Les éléments de cette querelle étaient donc bien sûr fondés. Donc, mise en cause du spatio-déterminisme, l'urbain ne peut tout expliquer. Le risque d'enfermement, de ségrégation territoriale, on les a vus sortir. Ces risques-là, ce n'était pas juste pressenti. La critique du déplacement ou du transfert dans l'espace des problèmes plutôt que de leur résolution. Pareil, on y reviendra un peu plus tard. Le caractère liberticide de certaines mesures, notamment tout ce qui peut être lié à la vidéo. Autre élément de la querelle, c'est la normalisation des espaces. À force de vouloir sécuriser, on est dans de la sursécurisation, dans de la privatisation, dans de la réduction de l'espace collectif ou public, dans de la stérilisation, je vous l'ai montré précédemment, et donc sur une perte induite de l'urbanité des lieux. Et puis, la querelle, elle a surtout été nourrie par des réticences culturelles. Alors, des métiers de la sociologie urbaine et de la maîtrise d'œuvre d'un côté, à prendre en compte des considérations dites régaliennes. C'est à la police et à la justice de régler tout ça. C'est pas à nos métiers, mais aussi une réticence des métiers de la sécurité publique à dépasser les sujets de leurs conditions d'intervention et de son cahier de prescription, parfois un peu grossière. On était encore récemment confronté à des services de police qui nous expliquaient que c'était bien beau d'aménager des espaces, de végétaliser des pieds d'immeubles, mais que ça posait de problème et que ça serait mieux si on pouvait les débarrasser de ces obstacles. Donc, voilà les éléments qui ont nourri la querelle. Le consensus qui se construit maintenant, c'est d'abord un sujet de montée en puissance, on va en dire deux mots après, la montée en puissance crescendo de ces problématiques. Elles se diffusent, elles s'enracinent, il y a une moindre acceptabilité sociale induite à cette montée en puissance, et donc le sujet s'impose à tous, et il nous invite à converger davantage et ne pas rester sur nos positions et sur la querelle. Le principal élément de consensus, c'est aussi que l'urbanisme est aujourd'hui reconnu comme un facteur éventuellement facilitateur, mais non causal des actes de malveillance. Les configurations urbaines, ça et là, elles vont faciliter des passages à l'acte, elles vont faciliter des détournements d'usage, mais ce n'est évidemment jamais l'espace qui crée la délinquance ou qui crée l'acte. On a juste un caractère plutôt facilitateur et non causal.
C'est assez pratique de formuler ça comme ça parce que ça permet de dénouer un peu des éléments de la querelle. Surtout, le consensus, il se construit aussi dans le rapprochement de l'architecte et du policier, dans ces deux figures qui réussissent à concilier mieux urbanité et sécurité. On va réussir à allier davantage la logique de qualité, de confort et d'amélioration du cadre de vie et de prise en compte des considérations policières et des stratégies délinquantes. Les ESSP, les études de sûreté et de sécurité publique, depuis une quinzaine d'années, permettent cette appréhension. On a des référents sûreté, des métiers qui se sont créés au sein de la police nationale pour examiner les projets sur ces considérations-là. Et puis, je trouve que c'est un élément important à faire valoir ici. On a une montée en qualification et en compétences des bailleurs sociaux sur la tranquillité résidentielle. Depuis 10-15 ans, le mouvement professionnel HLM se structure. On a des métiers dédiés aussi. Ils s'appellent aussi référents sûreté. On a des protocoles d'intervention qui se définissent. Ils ont des prestataires de médiation, de sécurité. Et donc, les bailleurs sont aussi un vrai trait d'union entre ces figures de l'architecte et du policier pour nous aider à construire le consensus. Et puis, en creux, la possibilité d'une sécurisation par l'espace public et, je vais y revenir plus tard, par l'activation des espaces. Rendre public et activer tout ce qui peut l'être pour favoriser toute forme de présence humaine. Voilà les éléments autour desquels on réussit aujourd'hui à faire consensus. Quels sont les niveaux maintenant de cette prise en compte de ce consensus qui se dégage? Ce que je nomme, qu'on est quelques-uns à nommer la prévention urbaine, ce qui nous évite de parler de prévention situationnelle. On s'inscrit un peu dans cette filiation, mais on la dépasse, la prévention situationnelle et son côté d'empêchement. Le premier élément sur lequel j'ai envie d'insister ici, c'est celui de la nécessité de passer du singulier au pluriel dans l'énoncé des situations. Je développe. Il nous semble important d'éviter de parler de la sécurité dans le projet, parce que ça écrase un peu tout et ça nous semble plus très praticable. Et qu'à chaque fois qu'on va privilégier de nommer les problèmes de sécurité dans les opérations urbaines ou patrimoniales, par exemple le sujet de rodéo sur telle place ou le détournement d'usage de tel hall, telle adresse, et qu'on recherchera des leviers et des marges de manœuvre qui articulent des registres divers, on rendra les choses tout de suite plus praticables que si on continue de parler au singulier de la sécurité dans le projet. Alors, ces registres, c'est d'abord le registre de la programmation. Qu'est-ce qu'on va programmer donc, pour faciliter la fréquentation, l'animation des lieux, les présences humaines? C'est bien sûr le spatial. Comment on va, sur des éléments de conception urbaine ou bâti, le traitement, les ambiances, tout ça est effectivement très déterminant aussi. Il y a bien sûr le registre du technique et du mécanique, la protection, la surveillance, la robustesse, tout ce qui nous vient de la prévention situationnelle. Il y a un autre registre essentiel, c'est celui de l'organisation. Les formes de gouvernance locale de prévention, de la sécurité, de la justice. Donc, comment s'organisent aussi les acteurs localement, les sujets de gouvernance, et bien sûr de gestion et d'animation au sens gestion urbaine, animation territoriale, implication des habitants. Donc, voilà les grands registres sur lesquels aujourd'hui on réussit à pouvoir travailler à travers, sur un sujet qui a été longtemps un sujet d'opposition. D'accord. Merci pour cette mise en perspective. En fait, tu nous montres que la sûreté, elle apparaît dans les aménagements urbains. Enfin, tes photos, elles nous montrent que partout, finalement, en creux, on voit que ce sujet a été pris en compte. Tu nous expliques aussi que le sujet, il est de plus en plus formulé, finalement, parmi les gens qui font la ville, qui l'aménagent. Si on zoome maintenant un peu sur les quartiers politiques de la ville, qui nous intéressent particulièrement, avec le recul que tu as, est-ce que tu as le sentiment qu'on est dans une aggravation des sujets de sûreté, ou peut-être une meilleure prise en compte qui nous laisse penser que du coup, la problématique est plus présente? Est-ce qu'on est dans un moment particulier, sans même parler de ce qui s'est passé cet été dans un certain nombre de QPV et ailleurs, mais peut-être sur le temps long du renouvellement urbain, au sens des projets qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que toi, tu vois des évolutions et lesquelles? Oui, on est bien dans un moment particulier. En préparant cette conférence, Céline, on s'est interrogé. Est-ce qu'on parle trop de sécurité ou est-ce qu'il y a de bonnes raisons pour qu'on en parle plus? Donc oui, on est dans un moment particulier pour les quartiers. C'est la conjonction, de mon point de vue, de 4 grands phénomènes. Je ne vais pas trop les développer ici, sauf si peut-être s'il y a des questions et on pourra y revenir après. 4 grands phénomènes. Le premier, c'est la place très ancienne du cannabis dans notre société.
On est le premier pays européen consommateur, toute tranche d'âge, enfin c'est quelque chose. Et pourtant, on est un des pays qui a la législation la plus stricte. Et on a une importance de la filière économique qui est installée. Le sujet du stupéfiant représente, des économistes l'avaient estimé en 2018-2019 à 200 000 personnes. La filière du cannabis, c'est 200 000 personnes qui travaillent quotidiennement à faire vivre cette filière-là. Pour vous donner un ordre de comparaison, 200 000 personnes, c'est le volume de la filière des coiffeurs, de la coiffure en France. Donc le cannabis pèse autant, et si on prend une autre filière, celle des taxis et des VTC, c'est la moitié. Il y a 100 000, c'est une filière de 100 000 personnes pour taxis et VTC. Donc, on voit bien l'importance de cette filière. Le chiffre d'affaires est estimé par d'autres à 1,2 milliard d'euros par an sur la simple évaluation du chiffre d'affaires du cannabis. Là, pour jouer un peu la provocation et donner une comparaison, c'est tous les ans l'équivalent de la dotation de l'État au NPNRU pour les 15 ans du NPNRU. Donc, on voit bien, en maniant des grands volumes comme ça, l'importance de cette filière et de la place du cannabis, donc en termes de poids économique et de structuration d'une filière et d'un marché. Le deuxième grand phénomène, il date de quelques années, autant le premier est bien plus ancien, c'est la pénétration de produits stupéfiants qui submergent toute la France. Le tsunami blanc par l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant. Tsunami blanc, mais qui, par rapport aux entrées de cocaïne dans le pays, mais on a aussi un tsunami gris, un tsunami marron, parce que ce sont tous les produits qui, depuis quelques années, ont doublé, rentrent très massivement. On a par exemple, au niveau du cannabis, une production sous serre, une production indoor qui nous arrive de pays comme la Belgique ou l'Espagne, qui n'étaient pas jusque-là des pays producteurs de cannabis. Et donc, on a quasi, là, sur la question du cannabis, un doublement des produits qui rentrent sur le pays. C'est le cas aussi avec l'héroïne, qui arrive plutôt d'Europe centrale. Et donc, sur la filière cocaïne depuis la Guyane, avec des zones d'entrée terribles par les aéroports parisiens, mais aussi le port du Havre sur des trafics de plus grande importance. Donc, on est en face d'une politique de l'offre sans précédent. L'État français se structure, il s'organise, notamment avec la création de cette OFAST il y a quelques années, pour lutter donc entre police, gendarmerie, douane, impôts, interministériels, pour lutter contre ce qui a été nommé un tsunami blanc. Le troisième phénomène, c'est le renouvellement des pratiques des réseaux. Alors, on résume souvent un peu à Ubershit, mais pas seulement. C'est sûr qu'ils se sont marketés, mais c'est aussi des réseaux qui se rajeunissent et qui recrutent de plus en plus en externe des quartiers. Ça, c'est un élément important parce qu'on a de moins en moins, du coup, de deals de quartier. C'est plus les jeunes du quartier qui connaissent un peu les gens et qui ont des liens sociaux. Et on a donc de moins en moins de deals de quartier et délibérément, on rompt avec toute filière affective entre le deal et le quartier. Et puis, le quatrième grand phénomène, c'est l'imbrication des difficultés. Alors là, je ne vais pas pouvoir toutes les nommer, mais s'imbriquent des incivilités, s'imbrique la question du stupéfiant dont je viens de parler, d'autres trafics de contrebande, d'armes, des systèmes prostitutionnels qui commencent aussi à se développer dans nos territoires, des violences intrafamiliales, de santé mentale. Donc, on se trouve là à une confrontation, enfin, une imbrication très forte. Et ces quatre phénomènes imbriqués nous amènent donc, Céline, à pouvoir dire oui, en effet, depuis 3-4 ans, et vous le sentez tous, acteurs ou professionnels ou habitants dans ces territoires-là, les choses se sont très largement durcies depuis le Covid. Alors, ce n'est pas lié au Covid, mais c'est une concordance de calendrier. Cette conjonction, elle a un effet de diffusion à tout le territoire national, notamment des petites villes moyennes, du périurbain, du rural, de cette offre. Le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, le crack, pour écouler. Et écouler dans ces villes moyennes et ces territoires-là, parce qu'il ne fallait pas s'opposer au trafic déjà installé dans les territoires métropolitains. Et là où il y a eu des tentatives de pénétration dans ces territoires métropolitains, ça a été traité avec des réponses extrêmement violentes et très graves,
Du coup, c'est plutôt sur des territoires jusque-là épargnés où n'était pas structuré le réseau que vient en partie s'écouler le produit qui rentre massivement sur notre territoire. C'est l'abondance de produits de qualité égale, de moindre coût. Ça a beaucoup moins de valeur, du coup, le produit, quand il est aussi massivement présent. Par exemple, on n'a plus peur des saisies parce que ça coûte quasi rien et on peut se faire saisir facilement si on fait passer le triple ou le quadruple à côté. On a des consommations inédites parmi les actifs, notamment. Alors, on parle beaucoup là, dans la société actuelle des agriculteurs qui ont recours à la cocaïne, mais globalement, des professionnels qui, soumis à des rythmes de rendement ou à des rythmes de travail intenables, ont recours à ces produits stupéfiants. Et d'une certaine manière, un accès général à des produits qui étaient jusque-là réservés. La cocaïne, c'était plutôt un truc de bourgeois, mais on a aussi le retour de l'héroïne qui maintenant se fume plus qu'elle ne s'injecte. Mais on a donc un vrai retour et une diffusion de produits qui étaient jusque-là encore réservés. Et encore de nouveaux produits, renouvellement permanent des produits de synthèse. C'est surtout la montée de la violence qui est liée à ce marché dérégulé et à des armes plus disponibles. Et au réseau qui coupe délibérément toute relation affective dans les quartiers, que se traduit aussi cette conjonction. Donc du coup, on a aujourd'hui le risque que s'installe un certain discours d'impuissance, alors que le sujet s'invite dans tous les PRU et par extension s'impose à tous les métiers. On est dans une évolution professionnelle très accélérée et donc une certaine contradiction à développer un discours d'impuissance au moment où ces sujets s'invitent à ce point. Pour avancer là-dessus, dernière recommandation qu'on peut formuler, c'est d'abandonner le champ lexical de la solution. La solution, elle est impossible, vu le poids de ces réseaux. La recherche de la solution, elle alimente le discours d'impuissance, selon moi. Puisque ces difficultés ne sont pas solutionnables au sens de leur éradication ou de leur règlement, on ne peut pas les solutionner. Continuer à avoir un discours de la solution produit l'impuissance. Il vaut mieux lui préférer un discours et un champ lexical autour de réponses. On a pour autant, même si on ne peut pas solutionner les choses, beaucoup de réponses, beaucoup de possibilités de réponses pour réduire, réguler, contrarier, déplacer, afin que les fonctions urbaines, résidentielles et les divers usagers puissent s'accommoder de la présence de ces difficultés. Donc, on est très largement à privilégier une logique d'amélioration et un discours d'humilité que de continuer à porter un champ lexical de la solution qui est finalement assez impossible. Il y a une ambiguïté sur le sujet du déplacement des difficultés, ce que les services de police appellent l'effet plumeau ou chasse-neige. Quand on traite une situation délinquante, un deal, on ne l'éradique pas, donc on va le diffuser, on va le déplacer, mais c'est parfois visé. On ne peut pas le rechercher délibérément, c'est souvent dénoncé, en tout cas c'est presque tout le temps observé. C'est un de nos registres d'action de déplacer le problème. Alors, il ne faut pas évacuer ça, ça peut servir, il peut y avoir des tactiques, et à chaque fois et quelquefois, quand on pourra déstabiliser les stratégies délinquantes et les deals, même s'ils sont dans la mobilité, voilà, ne pas écarter systématiquement la question du déplacement des difficultés, c'est aussi un registre de réponse. Alors effectivement, parce que tu nous décris des phénomènes qui s'aggravent à l'échelle nationale, et on sait que finalement, il y a une répercussion sur les quartiers politiques de la ville très forte de ces difficultés. Tu parles des solutions, les leviers, quel est le lien entre cette problématique un peu massive et puis les leviers que peuvent mettre en place des acteurs, qui sont ceux qui sont connectés aujourd'hui, qui interviennent à différents titres dans des projets de renouvellement urbain dans leur quartier? En effet, ça se structure. La structuration, elle est en cours. L'ANRU n'y est pas étranger. Quelques éléments d'actualité sur le cadre que nous propose notamment l'ANRU. D'abord, le règlement général de l'ANRU, du NPNRU, rappelle que la sûreté est une dimension de la qualité des projets à intégrer aux opérations d'aménagement. Et ça s'est traduit par des demandes d'accompagnement en phase d'initialisation ou de mise en œuvre des projets, les ESSP, etc. Élément important, le CIV de janvier 2021 qui a produit une fiche mesure entre les ministères de l'Intérieur et de la Ville sur la sécurité, et surtout la circulaire de janvier 2022 des deux mêmes ministères Intérieur et Ville pour une stratégie coordonnée des partenaires et sur le continuum de sécurité en phase de conception des projets du NPNRU
en phase de travaux et à l'issue des projets. Je vais le décliner juste après. Du coup, ça s'est traduit au sein du NPNRU par des demandes d'accompagnement des porteurs de projets, des maîtres d'ouvrage ou des DDTM en phase d'initialisation des projets, mais aussi en phase de mise en œuvre pour intégrer la sûreté dans les opérations d'aménagement en matière de gouvernance de la sûreté ou du NPNRU, dans son lien à la gestion urbaine et au projet de gestion, en matière de place des habitants, d'organisation et de financement de la sécurité active, passive des chantiers. Donc, on voit bien que là, le mouvement est enclenché. L'ANRU a lancé une mission d'appui à portée nationale et locale en 2022, à partir de l'accompagnement de 5 sites dans le pays, en NPNRU, des ateliers de capitalisation et un livrable est attendu en 2024 sur le rôle et le positionnement de l'ANRU et du PNRU sur ces enjeux de sûreté. Insister sur les 3 temps que met en avant l'ANRU, avant les opérations. Donc, l'idée, c'est avant la transformation physique, c'est bien d'intégrer la prévention situationnelle dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets. Pendant, c'est beaucoup la question de la sécurité active et passive de cette phase de transformation et des chantiers. Et après, c'est bien la sûreté dans la durée, après les travaux, après les interventions, avec toutes les parties prenantes, institutions et habitants en matière de gouvernance et donc de projets de gestion. L'ANRU rappelle l'importance réaffirmée du rôle de chacun et du partenariat. C'est bien les deux. Chacun a des responsabilités et il y a des dimensions plus partenariales dans ces 3 temps. Le rôle essentiel de l'État sur ses fonctions régaliennes, mais du porteur de projet aussi, le pouvoir de police du maire, de proximité, de quotidien, la place des bailleurs, des habitants, des usagers et l'articulation donc des instances stratégiques et opérationnelles en matière de sécurité, de prévention et de renouvellement urbain. Alors, un focus sur un sujet que tu traites beaucoup en formation, celui de l'animation des espaces. Par rapport à ce que tu décris, ce sujet d'animation, est-ce qu'il est à la mesure des problématiques et comment il est activé sur les quartiers que tu as connus? Alors là, c'est presque un slogan pour la condition urbaine. Animer tout ce qui peut l'être, ou on n'a pas trouvé mieux qu'animer pour sécuriser. C'est-à-dire qu'évidemment, ça n'exclut pas qu'il va falloir parfois contrarier, se protéger, empêcher, être un peu défensif. Mais si on veut réunir les conditions d'une sécurité plus durable, il faut retrouver des fonctions urbaines, d'animation urbaine, quitte à ce que ça se traduise par un peu de bordel urbain et des enjeux de gestion. Mais l'animation sera toujours un moyen plus efficace de réunir les conditions d'une sécurité ou d'une tranquillité plus durable que les seuls dispositifs d'empêchement. Image de la place de la République pour illustrer l'utopie, encore que ça a été réalisé et que ça marche partiellement, tout ça, mais on voit bien qu'un espace public majeur de ce type-là fait le pari de l'animation. Alors, on a par exemple sur la photo en haut à droite des grands bancs. On est loin des bancs anti-SDF du métro parisien. Donc, on favorise l'assise, la pause. On a des possibilités de faire du skate, on a des jeux d'ombre, des jeux pour enfants, et on fait aussi le pari que donc cette présence humaine et cette animation aidera et concourra à la sécurité. Ici, une opération qui a fait référence, celle de Paul Landauer, je suis content de le citer ici, qui a eu le prix prévention de la délinquance en 2008 avec cette opération à Brest, et on voit bien que pour réguler un problème de deal, il a fait le pari de recréer une place, de recréer des bancs, des assises. C'est ce qu'il a livré sur cette image-là, où vous le voyez aussi dans le contrôle visuel, l'installation d'une loge en pied d'immeuble pour venir aussi renforcer la présence et la surveillance naturelle. Donc, typiquement, et cette opération a été un franc succès. Et elle faisait la démonstration donc de l'importance de l'animation résidentielle ou urbaine pour venir contrarier des stratégies délinquantes. Là, c'est une image d'une autre opération à la Courneuve. On est sur l'emprise d'une démolition d'une des barres historiques, Gérard Philippe, à la Courneuve, au 4000. Et on voit bien qu'un programme d'Emmanuel Colboc, architecte qui, je trouve, a toujours une attention très, très fine et un soin porté à la question de la limite. Donc, la limite, elle n'est jamais posée pour empêcher, mais elle est toujours posée pour donner une fonction. Mais on voit bien aussi que dans un espace résidentiel, on fait le pari de l'animation, on offre des assises à ces enfants, à ces jeunes, plutôt que d'être dans la... C'est l'inverse de la stérilisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est une image un peu marquante, mais l'avenue de Kiev à Toulouse, photo de l'époque où elle était cet espace, comme vous le voyez en haut à droite dans le petit encart,
comme l'image des émeutes urbaines. Et parce alors c'est un projet d'Alain Marguerie, j'étais expert sécurité sur cette opération. Le projet qu'on a eu, c'est de réintroduire le marché et de réactiver les choses sur la photo que je vous ai montrée en haut. C'était difficile à imaginer et voilà ce qu'on a réalisé. L'avenue de Kiev, donc, elle a été traitée évidemment pour régler un certain nombre de dysfonctionnements, mais aussi pour permettre cette animation. Alors ça s'est traduit par d'abord des premières occupations temporaires, des manifestations de ce type. Mais vous voyez bien, quand je vous remonte, si je vous remontrais la première image, on était loin d'imaginer qu'un tel usage serait possible. Donc, fallait bien faire aussi le pari de l'activation, y compris d'un axe qui était très routier. Vous l'avez vu sur la première image. Autre expérience là sur une petite opération que j'aime bien montrer parce qu'elle montre qu'on peut aussi faire avec des petits moyens. On est sur un espace arrière derrière la mairie de Stein en Seine-Saint-Denis, un espace très encombré, vous le voyez, beaucoup de dispositifs d'empêchement hérités par du temps. Et en fait, la réponse a consisté en partie à retirer et à nous débarrasser de tous ces dispositifs. Et vous le voyez sur cette image, à ne retenir que le nécessaire, donc à redessiner un espace pour la voiture, un espace notamment de stationnement à la droite de l'image, mais aussi un espace protégé pour que des enfants puissent, comme vous le voyez sur cette image, des bancs, et qu'on puisse retrouver une fonction, une animation, une fréquentation qui n'était évidemment pas possible sur la première image que je vous ai montrée. Ça, c'est le projet de Vincent à Kennedy. On propose une ombrière. On est en plein cœur du renouvellement urbain d'un espace public et d'un quartier. Mais là encore, on fait le pari de l'assise, de la place. Voilà. On n'est pas dans la mobilité forcée. Voilà une image qui illustre là aussi les potentiels d'animation des espaces. Là, on est sur des principes de construction et d'extension de rez-de-chaussée pour pouvoir proposer des activités animantes en pied d'immeuble. Parfois, il faut aller jusqu'à proposer des nouveaux espaces parce que les rez-de-chaussée actuels ne le permettent pas. Mais parfois, sur cette image, vous le voyez avec l'installation d'une association ou d'une crèche, dans des espaces existants à rez-de-chaussée, on peut venir retrouver aussi des conditions d'animation qui vont être opposées à nombre de difficultés de détournement d'usage. Alors évidemment, ça se traduit aussi par de l'installation de commerce. Ça se joue aussi à travers les halls. Là, on voit que le hall contribue aussi à animer l'espace extérieur et que l'espace extérieur va contribuer à animer le hall. C'est comment on peut aussi venir traiter et réactiver, même sur des choses aussi simples que ça, des nez de dalle. Là, je vous assure que c'était un recoin à piste avant qu'on en fasse ce local vélo, mais en lui donnant une fonction, en venant réactiver, y compris des espaces très arrière. Là, vous le voyez, c'est vraiment un espace arrière. C'est la question des parkings. Chaque fois qu'on pourra aussi redonner des transparences visuelles et faire que ces fonctions, souvent pas du tout nobles, retrouvent une capacité aussi d'activation et d'animation des espaces. Et cet exemple me semble intéressant parce que c'est celui de l'université Paris 7 Jussieu à Paris. Alors là, vous avez les images avant-projet, donc on est dans la forteresse. Hein. Vous le voyez, il y a une grille, il y a des douves. Enfin, là, on est vraiment sur du Vauban. Et le projet a consisté, vous le voyez sur ces images, à ouvrir l'université, à réinscrire l'université. Alors, à travers une pente douce, notamment pour des questions PMR, d'accessibilité, mais aussi pour casser avec cette image de l'ouverture-fermeture et de venir réintroduire de l'animation urbaine au sein de l'université et de permettre aussi à l'université d'animer l'espace public. Merci pour la richesse de ces exemples. Sans rentrer trop dans le détail de ce que tu présentes au cours de ta formation, comment on en arrive là? Quels sont les éléments de méthode quand on travaille sur l'espace, quand on travaille sur le projet, les clés pour réussir à finalement identifier ces situations et arriver à ces aménagements ou ces solutions qui paraissent pertinentes pour réanimer, pour faire en sorte que les espaces ne soient plus insécures ou privatisés, entre guillemets, par des réseaux, des trafics, etc. Alors, je ne vais pas répondre à ta question dans sa globalité, elle est bien trop complexe. Moi, je vais juste vous donner quelques exemples ici de la spatialisation et de l'intérêt de spatialiser. On est en effet sur des métiers de l'urbain, de l'espace, et il est important de spatialiser. Alors, comment on peut spatialiser? Je vais très vite. Voilà ici des images à l'échelle d'un très grand quartier qui nous permettent de figurer autour de chaque petit point la nature des difficultés et de montrer comment elles peuvent évidemment peser sur un territoire d'ensemble. Sur l'image de droite, on voit qu'on a commencé à les préciser un peu, à les décliner, notamment en termes d'intensité. Et après, ça ne nous empêche pas de zoomer et de venir après, sur chacun de ces points-là, expliquer ce qui se joue à travers le contrôle visuel, les reports, les échappées,
l'orientation des espaces. Sur l'image du bas, vous voyez qu'on vient doubler à la cartographie rouge de la délinquance, une cartographie aussi des espaces d'insécurité, des parcs dans lesquels il y a des détournements d'usage, mais pas forcément délinquants, des espaces anxiogènes. Et donc, on peut doubler une lecture à la fois du délinquant ou de l'insécure. Autre illustration d'un projet où on peut montrer ici à quel point le site est dans une très forte introversion, il a des limites physiques et hermétiques, les quelques dealers n'ont pas besoin d'être bien nombreux pour contrôler l'espace. On vient montrer à quel point l'ensemble de ces espaces sont perméables, la diffusion des présences et donc des échappées et donc du contrôle social est plus difficile. On combine tout ça et ce qui nous permet ensuite de venir introduire des éléments de projet, d'intervention urbaine, ici de propositions de rue, de réorganiser les choses sous forme d'îlots, mais c'est juste pour illustrer le propos. Là, c'est un troisième exemple de spatialisation. Alors, on peut déjà montrer ici, à travers ces taches oranges, l'importance de la spatialisation des difficultés. Là, on est sur la cartographie délinquante. On voit à quel point, là, c'est sur ce territoire extrêmement diffus, avec un épicentre qui rayonne. On montre ensuite en violet les espaces d'intranquillité dont j'ai parlé tout à l'heure, alcoolisation sur l'espace public, rodéo, enfin voilà, des choses qui sont moins délinquantes, mais qui pèsent aussi dans l'ambiance. On peut montrer aussi, là sur l'image, à quel point, contrairement au cas précédent, là, ils sont vraiment une armée pour venir contrôler l'espace. Vous voyez, chaque point représente les cônes de vue, donc des guetteurs, et à quel point ils ont besoin d'être tout à fait organisés et en nombre pour se mettre à l'abri des différentes interventions et contrôler l'ensemble des venus. Et on montre ici, j'espère que vous arriverez à le voir à l'écran, en pointillé bleu, les espaces qui sont non accessibles, dans lesquels il n'y a pas de rue et qui sont non accessibles, notamment, je le figure comme ça, par des petits rectangles bleu marine, par les véhicules d'urgence. Mais au-delà des véhicules d'urgence, ça veut dire que personne ne peut pénétrer ces sphères bleues et que donc ça pose évidemment des questions d'évolution urbaine, de maillage, de réorganisation des espaces pour réduire ces espaces inaccessibles. Merci. Le temps passe. Donc, ouais, passe très vite. Si on veut pouvoir prendre un petit peu de temps d'échange. Si tu devais résumer les quelques enjeux clés, tu l'as dit à cette heure, c'est-à-dire compte tenu aussi du contexte que tu nous as dépeint, pour conclure, ce serait sur quoi? C'est difficile de résumer, mais moi j'en vois 5. La première, c'est la question de la temporalité de la prise en compte des considérations dans l'élaboration des projets. Elle est souvent bien trop tardive. Ces considérations, on l'a vu, elles s'invitent de plus en plus, mais elles s'invitent souvent tardivement, alors que les arbitrages sont déjà portés. Le plan guide est réalisé, le maillage, les démolitions, les retournements des bâtiments, la programmation des équipements, l'économie du projet, tout ça est loin derrière nous. Et donc, on a très largement réduit les marges de manœuvre et on peut interroger le projet, mais souvent quand même plutôt à la marge, parce que ces sujets de fonctionnement se sont invités un peu tardivement dans le processus projet. Le deuxième sujet que je veux mettre en évidence ici, c'est l'antagonisme de plus en plus révélé entre la rue contre la route versus la route. C'est cette opposition d'une rue avec ses effets d'animation, de fréquentation, de diffusion des présences, voilà, et contre les vertus de la rue contre les nuisances de la route. Et du coup, tout à fait contraire à la ville apaisée. Moi, je trouve qu'en la matière, on est dans une époque, dans un moment là, qui réinterprète l'utopie originelle des grands ensembles du quartier sans voiture, non pas sans certaines exagérations, et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on va vouloir réintroduire un peu de maillage pour favoriser la fréquentation, l'animation, les interventions, les dessertes, on va s'opposer quand même à une conception aujourd'hui de quartier sans voiture et de ville apaisée qui est souvent difficile à déplacer. La troisième question, et là j'invente rien, c'est la question majeure de la sécurisation des chantiers. Ça pose des questions de gouvernance, des modalités de sécurisation, passive ou active, on ne sait pas bien comment faire, de partage des responsabilités et des coûts entre collectivités, maîtres d'ouvrage, entreprises, la recherche d'opérateurs crédibles. Là, on est sur un gros sujet qui monte, et on n'a pas beaucoup de réponses. À noter qu'on a quand même une très forte exposition des bailleurs aujourd'hui sur ce sujet, voire de leur relatif isolement sur ces questions-là.
Donc, un sujet à atténuer pour les bailleurs qui sont un peu les seuls à devoir un peu se débrouiller avec cette question éminemment complexe de la sécurisation des chantiers, surtout lorsque les chantiers vont concerner des opérations qui vont contrarier les stratégies délinquantes, comme j'ai pu le montrer plus tôt. L'activation des rez-de-chaussée, quatrième sujet, c'est un retour d'intérêt pour cette activation parce qu'elle est facilitatrice de la gestion et de la vie résidentielle, parce qu'aujourd'hui, on retrouve les vertus aussi de cette activation, mais il y a beaucoup de freins à lever en matière de coûts de remise en état, parce que ces locaux à rez-de-chaussée, ils ont été un peu oubliés et malmenés ces dernières années. En matière de programmation, on n'a pas souvent grand-chose à y installer et on ne sait pas bien comment aller chercher autre chose. Des enjeux de commercialisation aussi, ça produit peu de recettes d'activer ces rez-de-chaussée. Professionnalisation des métiers et professionnalisation de la demande, des demandeurs, des porteurs de projets. Alors, on a des initiatives de bailleurs de plus en plus structurées et volontaires là, pour réactiver les rez-de-chaussée, mais on a encore un certain nombre de freins à dépasser pour que ce soit plus opérationnel. C'est le quatrième point que je voulais mettre en évidence. Et le dernier, c'est l'importance de la gestion qui est réaffirmée par la sûreté. En termes, je l'ai dit, de gouvernance locale, de gestion de proximité des bailleurs, de projets de gestion tels qu'attendus par l'ANRU, le sujet des chantiers, l'activation des rez-de-chaussée, la co-construction, autant de leviers pour réintroduire des démarches de gestion urbaine exigeantes. Donc, c'est heureux que la sûreté nous permette de réinscrire la gestion à l'agenda des acteurs. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Eric. Je crois que ta conclusion montre combien le sujet ne peut pas être traité isolément. Il est transversal, il s'appréhende dans la durée des projets, les différents acteurs sont à mobiliser. Je pense que c'est assez intéressant de finir en fait, finalement sur ces différentes pistes. On a eu un certain nombre de... Alors, je remercie les personnes qui ont mis des ressources dans le chat. On pourrait du coup approfondir et prolonger un certain nombre de choses. Il y a eu des remarques. Alors, on n'a pas beaucoup de temps et pour aller à l'essentiel, je redis que, vous l'avez compris, on est là sur comment l'urbain peut participer à des solutions sur ces sujets d'insécurité. On n'est pas en mesure de commenter ce que sont les condamnations de justice des gens qui sont condamnés pour des pertes de trafic, etc. On est dans une approche assez modeste, hein, finalement, du sujet. Tu l'as dit, l'urbanisme n'est pas causal et n'est pas non plus la solution miracle à tout ça. Peut-être pour commencer par les questions assez simples, on a une question de un médiateur, me semble-t-il, qui nous demande si tu as des exemples d'initiatives citoyennes qui peuvent contribuer à améliorer les conditions de sûreté dans des quartiers en transformation. Oui. Alors, c'est pas courant, mais oui, j'ai en tête un site à Nanterre où on a vu que historiquement, il y avait une capacité des habitants à résister. Alors, on n'était pas sur des trafics de très grande acuité, mais dans un quartier où les trafics pouvaient passer d'une tour à l'autre, on voyait bien que c'était directement lié à la capacité qu'avaient les habitants à réagir. Alors, à réagir sous forme de plainte auprès du maire, auprès des élus de quartier, auprès de la police. Donc, déjà une capacité de réaction, une capacité aussi parfois à descendre, à s'organiser pour, entre mères de famille, entre habitants, descendre et aller à la rencontre des emmerdeurs, des dealers, s'opposer d'autres manières en essayant d'occuper les espaces, en faisant des rondes. Et on n'était pas du tout dans des questions de sécurité, mais on voyait bien que à chaque fois qu'on avait une capacité habitante à opposer, ça redescendait et ça se déplaçait ailleurs, et que dès que cette résistance habitante, elle était moins forte et moins structurée, hop, ça pouvait revenir. Ça, c'était un exemple assez intéressant. Ça repose aussi sur la question de familles stabilisatrices, de grandes figures dans les quartiers qui sont plus ou moins en capacité d'aider à ça. Mais oui, on a aussi donc la dimension de la mobilisation habitante, elle peut aussi déclencher plein de choses. Merci. Une autre question qui est de savoir si on a des inspirations venues d'ailleurs en Europe sur ces sujets-là, et notamment sur ces sujets d'animation, d'investissement des rez-de-chaussée. Est-ce que tu... Les inspirations venues d'Europe, elles sont plutôt anglo-saxonnes.
et elles seront plutôt inspirées donc de la prévention situationnelle. Alors, pas forcément caricaturale. J'ai peut-être été un peu dur avec la prévention, les théories anglo-saxonnes de prévention situationnelle. Mais la question des parkings qu'on a vu sur une image vient directement de ça. Donc oui, les inspirations étrangères, elles sont davantage dans la capacité qu'on va avoir à organiser un contrôle naturel et un contrôle social et à faciliter l'espace défendable. Donc l'espace d'appropriation qui est par exemple celui de notre résidentialisation où on cherche à créer des plus petites unités résidentielles favorisant l'appropriation. On va pouvoir s'inspirer pas mal de théories anglo-saxonnes autour de cet espace défendable, avec certaines limites où on a quand même, nous, une tendance quand même à se tourner vers l'État tout-puissant quand les anglo-saxons sont davantage dans une capacité de mobilisation ascendante. Très bien. Alors, des remarques sur la difficulté de trouver le bon équilibre entre créer des espaces qui peuvent être animés, appropriés, mais appropriés pas par des trafics ou des usages qui privatiseraient un petit peu l'espace. On nous fait part aussi de la difficulté, mais je crois que ça fait écho un peu à la querelle que tu évoquais au départ. Parfois difficile d'intégrer ces enjeux de sûreté dans les projets GUP ou les programmations d'abattement TFPB, la résistance de certains acteurs. Est-ce qu'on n'est pas encore parce qu'on oppose un peu les sujets de sûreté aux approches plus sociales, peut-être? Alors, deux éléments de réponse. D'abord, sur la question de l'empêchement, l'animation, le pari qu'on doit faire. Oui, il y a toujours une dimension de pari. Et ce qui est intéressant alors, c'est d'oser être dans le graduel. On n'a pas le droit, on n'est pas obligé d'avoir raison du premier coup, d'avoir bon tout de suite. On peut installer des bancs, ça peut ne pas fonctionner, on peut les retirer. Et puis si ça marche mieux, on peut installer plus que des bancs. Donc on a aussi une capacité à faire les choses graduellement, à tester, à préfigurer, à adapter. Parce qu'évidemment, on peut aussi se faire retourner. Quelqu'un évoque aussi ces sujets que en fait, les trafics s'adaptent. Enfin, ils vont parfois plus vite que les décisions qui sont prises d'en haut, qui mettent du temps à être… Ils vont toujours plus vite que nous, mais aussi parce qu'on n'a souvent pas la capacité à être dans l'agilité, nous aussi. Et en matière de curseur à placer entre l'empêchement et les espaces d'appropriation, d'animation, et donc les fonctions positives souhaitées, on peut aussi tester des choses, on peut être graduel. L'urbanisme transitoire est un vrai levier. On n'est pas obligé d'avoir bon tout de suite et de faire tout de suite du définitif pour 15 ans. La deuxième question, c'est sur la TFPB. Non, alors là, pour le coup, c'est des résistances qui doivent être complètement levées. Le cadre national permet complètement de financer et toutes ces initiatives. Je crois que c'est l'axe 5 de la TFPB, du cadre national, qui est sur la tranquillité résidentielle. Donc, non. Et il y a même des territoires dans lesquels c'est l'axe le plus important. J'en ai rencontré ces derniers temps. En termes de volume d'actions subventionnées, l'axe 5, tranquillité résidentielle, peut être celui qui est le plus consommateur d'abattement de TFPB. Très bien. Je reviens peut-être sur une remarque qui a été faite au début du chat. Je ne suis pas sûre de l'avoir… Enfin, au début de ton intervention, tu nous as montré les sujets de spatialisation. Quelqu'un évoquait, plusieurs personnes ont liké le sujet de des temporalités. Enfin, que les choses ne se manifestent pas peut-être de la même façon au cours de la journée. Est-ce que ça, les aménagements urbains sont en capacité de prendre en compte ces difficultés-là? Ça, c'est un vrai sujet. L'opposition notamment diurne-nocturne, et pas que dans nos quartiers d'ailleurs, hein. C'est aussi la question de la ville festive ou de la ville étudiante, des centres-villes et de la vie nocturne. Le gros de la boîte à outils dont on dispose, elle est plutôt sur la ville de jour. Et dans la ville de nuit, il se passe des choses bien plus délicates, bien plus difficiles. Et c'est vrai que oui, il y a ces variations diurnes, nocturnes, des variations saisonnières, des variations, on le sait tous, dans nos quartiers, il y a le matin où on est un peu tranquille pour intervenir, notamment sur la gestion urbaine, et à partir de l'après-midi et en soirée, voire tard dans la soirée, les choses vont être très cycliques. Donc, en effet, c'est une des vraies difficultés à essayer d'intégrer cette autre mixité que la mixité sociale et urbaine, qui est la mixité temporelle. Avec aussi des présences humaines ou des ouvertures de services publics qui sont plutôt concentrées jusqu'à 17h, 17h30. C'est d'ailleurs ainsi que des bailleurs à Toulouse notamment peuvent avoir mis en place un dispositif comme le GIT, un groupement interbailleurs de tranquillité, pour avoir une présence de type médiateur et sécurisante présente de 17h à minuit, 2h du matin. Donc, au moment où tous les acteurs publics et les commerçants, enfin, où tout le monde est fermé, réintroduire une présence de ce type-là. Mais c'est vrai que sur ces variations-là, c'est une des grandes difficultés de nos interventions. Il reste des défis.
Très bien. Écoute, Eric, il est 14h01. On a tenu ce pari de conférence ramassée et synthétique avec, voilà, vous êtes encore 93. Donc, merci beaucoup, beaucoup de votre intérêt pour ce sujet, pour ce format. Je ne l'ai pas dit, mais on est aussi ravis de la diversité des gens qui se sont inscrits à cette conférence, puisque vous êtes issus de collectivités, de bailleurs sociaux, des services de l'État, mais il y a aussi beaucoup de conseillers citoyens. On vous donne rendez-vous très vite, on n'a pas encore la date, mais pour une prochaine conférence sur un nouveau sujet qui aura sans doute rien à voir. Je ne déflore pas trop, restez connectés. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé votre intérêt dans cette présentation, dans cet échange. Encore une fois, n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, à approfondir si vous le souhaitez en formation à l'école. Il reste une session d'ici la fin de l'année. Et puis, à très bientôt. Merci à tous. Merci Merci beaucoup, pour Eric. votre attention. Au revoir.